Bonjour, dans ce chapitre 3, suivi d'une transformation chimique, on va s'intéresser à un outil dont dispose le chimiste pour suivre ces transformations. Donc du coup, ça s'appelle le tableau d'avancement et on va voir sa construction et son utilisation à travers un cas pratique. Et on va commencer d'abord par des petits rappels. C'est parti. Alors rapidement, quelques rappels sur les transformations chimiques. On peut modéliser une transformation chimique par un bilan réactionnel. hein. Vous devez savoir qu'au cours d'une réaction chimique, les réactifs diminuent alors que les produits augmentent. Ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière. Il faut faire attention aussi à bien ajuster un bilan chimique, une équation bilan. C'est-à-dire, quand je dis ça, je pense aux éléments chimiques et aux charges électriques, qui ne sont pas forcément nuls. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte avec cet exemple, à droite et à gauche. On a deux charges positives. Donc ça veut dire que la charge n'est pas forcément nulle. Souvenez-vous bien de ça. Les ions spectateurs, on ne les met pas toujours, donc du coup, ça annule pas toutes les charges. Et le nombre stoichiométrique indique les proportions dans lesquelles les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. Donc je vais être un peu lourd avec ça pendant le chapitre. Ça sera très important pour vous de bien comprendre l'utilisation des coefficients stoichiométriques afin de ne pas les oublier lorsque vous ferez le tableau d'avancement. Comment décrire l'évolution d'un système chimique? On va faire une étude de cas, on va considérer les réactifs suivants. Le diode, qui présente cet aspect en solution. Donc au début c'est noirâtre et ensuite jaune-orangé, voire brun si c'est très très concentré. Et le thiosulfate de sodium, donc, qui est lui incolore en solution. Quand la réaction va se produire, on va avoir les produits suivants. Des ions iodures, I-, et des ions tétracyonates, S4O6 de-. Ces deux-là sont complètement incolores. Donc finalement, il n'y a que le diode qui est coloré dans cette histoire. Une fois le mélange effectué, deux situations possibles. Soit on va avoir un mélange qui est totalement incolore, soit le mélange sera encore jaune, bien que moins jaune qu'initialement. Donc la question à se poser, c'est comment vérifier si on va être dans la situation 1 ou la situation 2 si on n'a pas encore fait l'expérience. Est-ce qu'on a un outil à notre disposition qui va nous permettre de prédire ce qui va se passer? On y va. Pour ça, il est important de comprendre la notion de réactif limitant. Alors un réactif limitant, c'est un réactif qui va être entièrement consommé à la fin de ta réaction chimique. C'est exactement comme si tu avais une montagne de pain avec quelques tranches de jambon. Tu fais des sandwichs. Au bout d'un moment, tu as beau avoir du pain, si tu n'as plus de jambon, tu fais plus de sandwich. Donc le jambon, c'est ton réactif limitant. Et ton pain, c'est ce qu'on va appeler un réactif en excès. C'est-à-dire que lorsque le réactif limitant a été entièrement consommé, la réaction s'arrête, même s'il y a encore certains réactifs qui sont encore en excès. C'est-à-dire qu'il en reste, ils ne sont pas entièrement consommés. Notez bien ces définitions, elles sont importantes pour la suite. On va maintenant se servir de ces définitions pour comprendre les deux situations proposées. Je rappelle la transformation et j'ajuste le bilan chimique. Les deux situations étaient les suivantes. Un mélange qui, in fine, est incolore et un autre qui est encore coloré, bien que moins coloré qu'initialement. Donc, on va chercher dans ces deux situations qui était le limitant et qui était en excès. Donc, prenons le premier cas. On a fait un mélange et le mélange final est totalement incolore. Donc, vu que la seule espèce colorée était le diode, de couleur donc jaunâtre, eh bien si on a un mélange incolore, on est certain que I2 n'est plus là, parce que sinon il y aura encore de la couleur. Donc le réactif limitant était forcément le diode. Et on peut imaginer qu'en excès, il y avait le thiosulfate. Ensuite, deuxième cas, donc vous avez compris, si la solution est encore colorée, ça sous-entend qu'il restait du diode, autrement dit qu'il n'y avait pas assez de thiosulfate pour consommer tout le diode, et que le diode était donc en excès. L'enjeu maintenant, ça va être de trouver l'outil qui va permettre de prévoir en fait ces deux résultats. Si je connaissais les quantités de matière initialement introduites dans mon milieu, est-ce que j'aurais été capable de prévoir si j'étais dans le cas 1 ou dans le cas 2? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour décrire correctement l'évolution d'un système, il va nous falloir deux données très très importantes. La première, c'est la stoichiométrie. Donc je le rappelle, si on considère la réaction suivante, en fait, les chiffres que vous voyez colorés ici, c'est ce qu'on appelle des nombres stoichiométriques. Ils sont importants parce que c'est eux qui nous donnent dans quelle proportion la matière va interagir. Par exemple, il va falloir une quantité de diode pour deux quantités de thiosulfate pour que la réaction puisse fonctionner. Donc on peut dire qu'il faut une mole de diode et une mole de thiosulfate pour que ça marche. Vous voyez?
Ou alors j'aurais pu dire il faut 2 mols de diode pour 4 mols de thiosulfate pour que ça marche, etc. Quoi qu'il en soit, on a une proportion. Autre grandeur importante, c'est l'avancement. Alors comment ça marche? Imaginons ce réactif, un gros hamburger que vous avez envie de dévorer. Donc vous allez commencer à le manger, vous croquez une grosse bouchée. Et bien en fait, l'avancement va vous permettre de vous rendre compte à quel point la réaction a commencé, c'est-à-dire à quel point vous avez mangé, quoi. Donc regardez, cette quantité-là que vous avez mangée, on va l'appeler X. Ça va être notre avancement. À un instant T, vous avez croqué X du hamburger. C'est une grandeur qui est exprimée en mol. Ensuite, je vais continuer de manger, et si je m'arrête avant d'avoir fini le hamburger, genre j'ai plus faim, eh bien ici, je vais noter XF, la quantité qui aura été mangée de ce hamburger. Donc, si la transformation est non totale, elle va s'arrêter alors qu'aucun des réactifs n'a été consommé entièrement, autrement dit ici le hamburger n'est pas complètement mangé, et l'avancement final est noté XF, et il est également exprimé en mol. Autre situation, c'est la dalle de ouf. La dalle de ouf, tu achètes un hamburger, tu commences à le grignoter, tout va bien, et là, comme tu as la dalle, mais tu le défonces. C'est-à-dire que là, il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus dans la boîte, tu as tout mangé. Dans ce cas-là, on dit que la réaction, elle a eu lieu de manière totale et surtout à un état d'avancement maximal. Et cet état d'avancement maximal, on va l'appeler Xmax. Donc notez bien ça, une transformation totale s'arrêtera à son état d'avancement maximal, noté Xmax. En chimie, on pourra dire que cet état d'avancement maximal apparaîtra dans deux situations. Soit tous les réactifs ont été consommés, dans ce cas on ne peut plus aller plus loin, ou alors c'est un des réactifs limitants qui a été consommé. Dans ce cas, il reste le réactif ou les réactifs en excès, mais en tout cas la réaction s'arrête puisqu'il manque un des ingrédients pour continuer la recette si vous voulez. On arrive enfin à ce qu'on va appeler le tableau d'avancement. C'est le fameux outil dont dispose le chimiste pour suivre l'évolution de ces transformations. En connaissant les quantités de matière initiales de nos substances qui vont réagir ensemble, et en connaissant les proportions, on va être capable de construire ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Alors voilà comment il se construit. Donc on a une ligne avec l'équation chimique, une ligne avec les différentes données qu'on va mettre à l'intérieur du tableau. Donc on peut voir d'abord la première colonne, état du système. Donc on a l'état initial, intermédiaire, final. Ensuite on a une colonne qui va nous servir à définir l'avancement en fonction de l'état. Et ensuite une colonne qui va nous dire qu'on est par rapport aux quantités de matière de I2 ici, par rapport au thiosulfate ici, iodure et tétracionate. Juste un truc concernant la construction du tableau, regardez, on a un symbole de l'équation et ici un trait de colonne. Et à chaque fois, il faudra faire comme ça, la flèche, un trait de colonne, un autre symbole d'équation, un trait de colonne. Si vous faites comme ça, normalement, vos tableaux devraient ressembler à quelque chose. On y va pour remplir le tableau. L'état initial. À l'état initial, la réaction n'a pas encore commencé, donc l'avancement vaut logiquement 0. Ici, pour la quantité de I2, l'avancement est égal à 0, donc on a la quantité de matière initiale de d'iode que je calcule en faisant C fois V. Dans le tableau d'avancement ici, je rappelle, on a des millimoles. Donc si vous le faites par vous-même, ce que je vous invite à faire, ne soyez pas choqués, le 0,10 c'est en millimoles, d'accord? Pas en mol. Ici, le thiosulfate, donc on a 0,40, iodure 0, et le tétracionate 0 aussi, puisque la réaction, je le rappelle, n'a pas encore commencé. Ensuite, on arrive à l'état intermédiaire. L'avancement vaut donc X, comme je vous ai montré avec le hamburger tout à l'heure. Ici, deux possibilités. Soit on a déjà fait ensemble l'activité sandwich, donc vous n'aurez pas de problème. Si on ne l'a pas encore faite, c'est pas grave. Regardez, on prend juste la quantité de matière initiale de d'iode qu'on avait, donc 0,10, moins, puisqu'on consomme du réactif, 1x, donc x étant l'avancement, et 1, regardez, étant le coefficient stoichiométrique ici. Pour l'instant, vous vous contentez de ça jusqu'à l'activité sandwich, vous comprendrez un peu mieux. Ensuite, c'est pareil, 0,40 moins 2x, cette fois, 2 étant le coefficient stoichiométrique de la substance. Ici, plus 2x, donc le 2 toujours pareil par rapport au coefficient stoichiométrique. Ici, j'ai bien un plus et plus un moins, parce que du côté des produits, je fabrique de la matière, donc j'en rajoute. Ok, j'en enlève pas comme tout à l'heure, donc c'est normal. Et ici, 0 plus 1x, encore une fois, le 1 étant le coefficient stoichiométrique. On arrive enfin à la dernière ligne, qu'on va appeler état final. X va prendre, en l'occurrence ici, je vous le dis, la réaction est totale,
Donc on va arriver à un avancement maximal. Donc le tableau prendra la forme 0,10 moins Xmax, 0,40 moins 2Xmax, etc. Donc je me contente finalement de remplacer X par son avancement. Donc en l'occurrence ici un avancement maximal. Donc s'agit-il du cas 1 ou 2? Je le rappelle, l'objectif c'est d'arriver à prédire est-ce qu'on sera dans une situation où le mélange sera coloré ou incolore. Donc on va faire ce qu'on appelle la recherche du réactif limitant, mais d'un point de vue théorique cette fois. Revenons au problème initial. Je rappelle le bilan ici et la dernière ligne du tableau d'avancement. Donc ici on a deux réactifs. Il y a donc deux possibilités. Soit c'est le diode qui va être le réactif limitant, donc il va stopper la réaction, ou soit ça sera le thiosulfate. On va donc devoir faire deux hypothèses et vérifier tout ça. Voilà comment on procède. On a donc deux hypothèses. On va commencer par supposer, donc hypothèse numéro 1, que c'est bien le diode qui est le réactif limitant. Dans ce cas, je vous rappelle que cette cellule ici est capable de nous indiquer la quantité de matière qu'il reste à cette étape-là, c'est-à-dire ici à l'avancement maximal. Si I2 est le réactif limitant, comme le donne la définition, la quantité de matière va être nulle à la fin. Donc je vais pouvoir écrire ceci. Cette case-là doit être égale à 0 mol. Donc, par une analyse mathématique, on trouve facilement que Xmax 1 sera donc égal à 0,10 millimol. Je rappelle que dans le tableau d'avancement, il y avait des millimoles. Ensuite, deuxième hypothèse, ce sont les thiosulfates qui vont manquer. Donc dans ce cas-là, c'est cette case-là qui sera égale à 0 en fin de réaction. Donc, ça va me donner un Xmax 2, parce que c'est la deuxième hypothèse, de 0,20 millimol. Ensuite, j'ai donc deux possibilités. Tout simplement, je vais garder la plus petite valeur de Xmax. On a vu ensemble, où on verra, que garder la plus grande valeur est mathématiquement impossible. Donc Xmax sera égal à Xmax 1 et donc 0,10 millimol. On peut alors procéder au bilan de matière. Donc si on connaît la valeur de Xmax, il suffit de remplacer dans la dernière ligne du tableau Xmax par sa valeur, ce qui nous donnera pour le diode évidemment 0 puisque c'était le réactif limitant. Ensuite, pour le l'ion thiosulfate, 0,20 millimol par litre. Pour l'ion iodure, 0,20 millimol. Et pour le tétracionate, 0,10 millimol. Alors finalement, est-ce qu'on était dans le cas numéro 1 ou le cas numéro 2? Donc, étant donné que la seule espèce colorée était le diode, et vu qu'il n'y en a plus, on trouve facilement que c'était bien le cas 1. Voilà comment prédire les résultats. Merci la théorie. Donc dans cette situation, si vous voyez dans le texte qu'on ne va pas atteindre l'avancement maximal, tout simplement dans le tableau d'avancement, on va aller à la dernière ligne et on changera juste, partout où il y a Xmax, on mettra XF, tout simplement. Tout le reste étant inchangé. Et voilà, tout simplement. Donc en bref, si on sait que la réaction ne va pas être totale, parce qu'on a bien lu le texte, on peut écrire avec des XF dans le tableau. Si on sait que la réaction est totale, par contre, sans pitié, on va jusqu'au Xmax. Et si on ne sait pas, moi je vous conseille, si vous ne savez pas, de mettre XF. Dans le doute, au pire, XF sera égal à Xmax si on vous dit plus tard que la réaction est totale. Étudions maintenant le cas d'un mélange dit stoichiométrique. Donc déjà, pour bien comprendre la stoichiométrie, on va avoir une définition détaillée. Reprenons la situation précédente. On a toujours le même bilan, c'est la même transformation chimique. J'ai juste changé la quantité de matière initiale de diode. Et toute l'étude suivante va être identique. Si on fait maintenant la recherche du réactif limitant, comme tout à l'heure, je rappelle le bilan, voilà le bilan, la dernière ligne du tableau, n'oublions pas que j'ai changé la quantité de matière initiale de diode, et donc on repart pour nos deux hypothèses vu qu'on a deux réactifs. La première hypothèse, si I2 est limitant, va nous dire que cette case est égale à 0. Donc Xmax 1 sera égal à 0,20 millimol. L'hypothèse 2 nous précisera donc que cette case devra être égale à 0, donc une valeur de Xmax 2 qui vaudra 0,20 millimol par litre. Mais qu'est-ce que c'est? Mais Xmax 1 est égal à Xmax 2, mais c'est incroyable! Figurez-vous que c'est caractéristique d'un mélange stoichiométrique. Le Xmax de chaque réactif sera le même. Alors voyons voir ce que ça implique. Procédons au bilan de la transformation chimique. On a la quantité finale de diode qui vaut 0 millimol, la quantité finale de thiosulfate qui vaut... Mais qu'est-ce que c'est?
Mais la quantité finale de thiosulfate vaut également 0 millimol. Mais c'est incroyable, ça sous-entendrait que dans un mélange stoichiométrique, lorsque la réaction est totale, tous les réactifs sont entièrement consommés. Donc vous allez écrire ça en rouge avec des petits cœurs autour. D'accord? C'est hyper important pour comprendre la suite. Je continue quand même mon bilan. Donc j'ai une quantité finale de iodure qui vaudra donc 0,40 millimol et une quantité finale de tétracionate qui vaudra 0,20 millimol. On va essayer de généraliser maintenant, on va aller encore plus loin. On va essayer de trouver un lien entre la quantité de matière qu'il faudrait mettre de A et la quantité de matière qu'il faudrait mettre de B pour que les deux se retrouvent dans les conditions stoichiométriques. Alors pour ça, voilà le tableau généralisé. On va faire encore deux hypothèses. Hypothèse 1 où le A est le réactif limitant, ce qui nous donnerait donc que cette partie sera égale à 0. Et ensuite hypothèse 2 où cette partie sera égale à 0. Comme tout à l'heure, constatez juste la différence, c'est que j'ai pas mis xmax 1 et xmax 2, puisqu'on vient de démontrer que c'était les mêmes valeurs. Donc j'ai laissé xmax. Donc je vous laisse mettre pause et essayer de trouver un moyen mathématiquement pour trouver le lien qu'il y a entre N0A et N0B. Je vous reprends après. Alors, l'astuce consistait à éliminer le xmax. Donc pour ce faire, je vous propose de travailler d'abord avec cette égalité-là, en divisant à droite et à gauche par A, par ce coefficient stoichiométrique, ce qui va me donner ceci. Je fais la même chose dessous, en divisant à droite et à gauche par B. J'ai donc deux égalités, les deux égalités étant égales à 0. Je peux donc faire l'égalité des égalités. Donc on a cette partie qui est égale à cette partie. Ce qui va me permettre d'éliminer les xmax et d'arriver à cette magnifique, cette incroyable relation de proportionnalité entre les deux. Vous voyez, on a N0A sur A égale à N0B sur B. Et là où c'est puissant, regardez, vous n'avez pas à connaître toute cette démonstration par cœur. Il suffit juste de voir que la quantité initiale de A doit être divisée par son coefficient stoichiométrique. Regardez, c'est ce A-là, c'est celui-là. Et la quantité initiale de B est divisée par son coefficient stoichiométrique. C'est tout ce que vous avez à retenir. Ok? Donc ne l'oubliez pas. Donc voyons voir ce qu'il faut retenir dans les conditions stoichiométriques. On a, je le rappelle, ce bilan. On vient de démontrer en fait cette relation entre les quantités de matière de réactifs. Eh bien, pour le bilan final, si je cherchais à ce moment-là la quantité de matière, par exemple de C, donc je vais pouvoir faire un lien de proportionnalité aussi entre C et A, exactement comme je l'ai fait entre A et B. Donc là, tout simplement, je vais reprendre la même méthode. La quantité de matière finale de C sur son coefficient stoichiométrique sera égale à la quantité initiale de A sur son coefficient stoichiométrique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si je ne connais pas la quantité de matière de A, ben on se détend, parce que si vous connaissez celle de B, ça marche aussi. Oui, oui, oui. Même principe pour la quantité de matière de D. Je vais pouvoir prendre soit celle de B, initiale, soit celle de A, initialement. Donc, tout ça mélangé nous donne la relation géante que voici, la relation redoutable, magistrale, de conditions stoichiométriques. Ok? Donc retenez, c'est la quantité de matière divisée par son coefficient stoichiométrique. Alors là, c'est initial pour les réactifs, et ici, bien sûr, c'est final pour les produits. Et voilà. Ce cours est maintenant terminé. Vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale.